Salut tout le monde! Salut tout le monde, ça y est, ce soir, c'est une bonne nouvelle, c'est que ça marche, enfin. Voilà. Normalement, vous devez nous voir. Tout fonctionne bien, on a fait les tests il y a quelques minutes. On est très content de vous retrouver tous. On a une bonne connexion apparemment. Alors, si vous voulez nous écrire quelques petits mots, nous dire vos prénoms, la ville d'où vous venez, ça nous permet de savoir un peu à qui on parle ce soir. Il y a des fidèles pour l'émission, ça on est très content. Et puis il y a certainement de nouvelles personnes ce soir. Merci d'avoir chacun communiqué sur le sujet. Comme vous le savez, ce soir c'est une soirée toute particulière parce que ce soir c'est pas seulement une demi-heure, mais on va parler une heure, on va échanger ensemble pendant une heure avec notre ami docteur, psychiatre, Christophe Fauré, qui est vraiment un spécialiste sur le sujet du deuil, qui est vraiment à l'initiative de mieux traverser le deuil. Donc le site internet, l'association et tout ce qui va avec, on en parlera un petit peu plus, les nouveautés, ce qui s'est passé pendant la période du Covid. Voilà, donc encore bonjour à tout le monde, on est très content. On va parler d'un sujet qui n'est pas évident du tout, qui est celui du deuil, et en même temps qui nous concerne tous. Donc voilà, on est très très content de vous retrouver. Alors, si vous êtes prêts, je vous propose d'inviter notre ami Christophe Fauré, qui doit être dans son beau salon parisien en ce moment même. Et je vais le chercher de ce pas. Petite ovation. Voilà. Salut Christophe, 3, 2, 1, à toi. Bon, salut Damien, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Après ce déconfinement, voilà, bonjour. Ah, il y a Réjeanne du Canada, de Québec. Bonjour le Ah, Québec. super. Excellent. C'était bien content de vous avoir avec nous, là. Non, 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 on fait pas de blague sur le. Non. oh, J'ai le droit, non. j'ai habité là-bas quelques instants, Ok, une année quasiment. Donc ça me donne le droit de faire des blagues, c'est bon. Ils, d'accord. ils en font sur nous aussi. Bonsoir du Québec. Génial. Excellent. Ok, super. Alors moi, j'ai la seule information que j'ai pas, j'ai toutes les infos, mais c'est le nombre de personnes qui est en ce moment en live. Donc on a une équipe technique qui nous dit en même temps les infos avec WhatsApp pour vous expliquer un peu comment ça se passe. Et ce soir, on est content parce que ça marche. Oui, désolé pour la dernière fois, c'était ma connexion qui marchait pas bien, donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu avoir le live la semaine dernière, hein. La technique. Exactement. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Alors vous savez qu'on sort d'une période assez intense pour beaucoup d'entre nous. Nous, on a beaucoup. Moi, je pense que j'ai jamais autant bossé de ma vie que pendant cette période du Covid. Et Christophe, toi, tu as continué également. Nous, c'était avec l'association, avec la plateforme. Et puis toi, tu travaillais sur la plateforme et en même temps, tu continuais les consultations. C'était aussi intense au niveau du sujet du deuil? C'était, je dirais, égal. Enfin, le travail avec la plateforme, c'était intense, mais au niveau des consultations, c'était beaucoup plus centré finalement sur ce qui se passait dans le confinement, sur les relations interpersonnelles en fait, et ce qui se passait à l'intérieur de ce vivre de cet événement un peu beaucoup particulier, et vraiment tout ce que ça faisait remonter dans le négatif, mais aussi dans le positif. Il y a vraiment des choses positives qui ont émergé, des prises de conscience, des décisions. Alors après, est-ce que ces décisions vont être suivies par des faits? Faut pas que c'est un effet de décision de 1er janvier, après qu'on laisse tomber, mais ça, c'est les semaines, les mois à venir qui nous le diront. Oui. D'accord. Super. Non, en tout cas, on a eu beaucoup de vos retours, vous d'autres, hein, de moments assez difficiles, assez quand même challengeants pour chacun d'entre vous dans cette période spécifique là, du deuil, de rester à la maison et du deuil enfermé. Et en tout cas, on a vu quand même une sorte de libération là, de pouvoir aller déjà, avant de parler même du deuil, d'aller au chevet des gens qui souffrent, des gens nos amis qui vont partir. Ça change beaucoup la donne. C'est énorme. Et puis les cimetières qui ont réouvert, de pouvoir être là aussi pendant les enterrements, Ouais. ça change beaucoup de donne. On était limité à 20 pour ceux qui ne savaient pas, jusqu'à quelques jours en arrière, jusqu'au tout début juin. Donc ça, voilà, on revient à la normale. Voilà. Alors Christophe, on a eu beaucoup de demandes, de questions. Alors des fois, on avait des emails qui faisaient 3 pages aussi parce que on avait des internautes qui avaient vraiment envie de raconter leur histoire dans les détails pour qu'on les comprenne.
Alors, on a regroupé tout ça avec l'équipe. On a séquencé, on a essayé de regrouper les questions pour que chacun trouve des réponses, des pistes personnellement. Et donc, on a un paquet de questions pour ce soir. Est-ce que tu es prêt? On a une. Oui, je suis prêt, oui. Ça fait 25 ans que je fais ça, Damien, donc je suis un petit peu Ah prêt. non, c'est bon. Alors, attends, on va sortir. On a des nouveaux dossiers encore plus lourds, Christophe, qui n'étaient pas prévus. Non, non. On va rester sur ce qu'on a travaillé. Alors, on va commencer avec une. Est-ce que vous êtes tous OK? C'est dommage, on peut pas avoir la réaction en direct. On a que les écrits. Ouais. Est-ce que c'est OK pour vous qu'on attaque? Ce qu'on vous propose, on redonne la règle pour ceux qui viennent à ce live pour la première fois. Vous pouvez nous faire des commentaires. Des fois, on va rebondir dessus. Il n'y a pas de mauvais commentaires, hein, vous le savez. Et voilà, on essaye de faire en même temps du live, en même temps de répondre aux questions de façon la plus large possible. Et puis, Voilà, n'hésitez pas. les questions qui ont été posées sur la plateforme, c'est ça qui sert de base, n'est-ce pas? Voilà, on a reçu sur la plateforme, sur Facebook, par email, on a regroupé tout ça. Voilà. Alors Christophe, je te propose de commencer avec une première question. C'est une dame qui a perdu sa fille en janvier de cette année et qui depuis est vraiment angoissée, et elle a en plus de cette angoisse psychique des douleurs aux intestins, à l'estomac, elle a des acouphènes, elle a des mal de tête, des grosses crises d'angoisse, et elle se pose vraiment la question, que faire, et surtout, est-ce que ça va passer un jour? Tu peux recommencer parce que ça a été coupé, j'ai pas entendu. D'accord. Une personne donc, qui a perdu sa fille en janvier 2020, et elle a voilà, des angoisses psychiques, elle a des douleurs, plusieurs types de douleurs, estomac, elle a des acouphènes, des crises d'angoisse, et elle se pose la question de que faire aujourd'hui, et surtout est-ce que ça va durer? D'accord, ok. Alors, là, si j'ai bien compris, le prénom de cette dame, c'est C'est Jeddah. Jeddah, ça fait 6 mois, donc janvier, février, donc ça fait 6 mois. Il faut absolument pas oublier que quand on perd qu'on est un proche, tout l'organisme réagit. On réagit psychologiquement, on réagit socialement, on réagit spirituellement et on réagit corporellement. Le deuil, c'est aussi un processus complètement psychique, corporel. Hein. On s'est rendu compte d'ailleurs que dans les 6 mois qui suivent le décès du conjoint, c'est une étude qui a été menée sur le conjoint, on se rend compte qu'il y a une baisse des défenses immunitaires, pas majeure, mais quand même une baisse des défenses immunitaires dans les 6 mois qui suivent le décès, et ça peut se continuer, se prolonger pendant plusieurs mois. On sait que parfois que le premier, comment dire, symptôme du deuil, c'est un épuisement. Les gens sont étonnés, ils s'imaginent que c'est d'abord la peine, mais en fait on se rend compte que pendant 1 an, 2 ans, parfois plus, 3 ans, enfin c'est pas normal du tout, il y a un épuisement où on est vraiment complètement crevé alors qu'on se repose bien, on prend des vitamines, on a une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, mais on est vraiment épuisé. Ça, c'est lié. Il y a de la biologie derrière, en fait. Il y a notre système biologique crée un stress chronique, un stress biologique chronique avec des sécrétions importantes d'hormones du stress, mais aussi des hormones de cortisol, qui sont des hormones qui sont connues comme abaissant parfois les défenses immunitaires. Et donc, le corps est constamment fatigué. Donc, parfois, les gens s'inquiètent parce qu'ils se disent, mais est-ce qu'il n'y a pas un cancer derrière? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de santé? Le moindre doute. De toute façon, il faut faire les examens pour vérifier. Mais la plupart du temps, les examens reviennent normaux parce que c'est simplement l'épuisement lié au deuil. D'accord. Ça fait partie intrinsèquement du vécu du deuil, que ça dure longtemps. On n'a pas les moyens d'éradiquer ça, de le faire disparaître. La seule chose qu'on peut faire, c'est l'accompagner du mieux possible. C'est-à-dire, les trois piliers en fait de l'hygiène de vie, c'est essayer de dormir du mieux possible. Alors toutes les manières pour dormir, que ce soit de la naturopathie, des huiles essentielles. Parfois, moi ça m'arrive parfois de prescrire des somnifères comme la personne est épuisée. Il est parfois utile d'utiliser des somnifères qu'on ne peut pas faire autrement, en sachant que il faut les utiliser sur une période assez courte de temps pour pas créer une habitude. Mais ça peut être complètement indispensable. Donc, bien dormir du mieux possible.
Deuxièmement, c'est une alimentation de qualité, parce qu'on a tendance parfois à négliger complètement son alimentation, et une alimentation pas qualitative, ça peut rajouter en plus à la fatigue préexistante. Et le troisième, c'est un minimum d'activité physique. Les gens disent, mais j'ai pas envie de faire de l'activité physique. Or, on sait bien qu'un corps qui ne se fatigue pas est un corps qui Mm. se fatigue encore plus. Ça veut dire qu'il est vraiment utile, même si c'est marcher un petit peu dans les bois ou dans la rue, dans un parc, marcher un petit peu, faire bouger le corps, ça met en route des mécanismes de synthèse d'endorphines, choses comme ça, qui ont pour fonction d'apaiser le corps, aller Mm. nager. Et par extension, Alors, tout. je Oui, rebondis sur ça, Christophe, parce que quand même, en tant qu'endeuillé, on n'a souvent pas le goût du tout de sortir, de courir, de se remettre au sport. ouais, Qu'est-ce qu'on fait? exactement. Est-ce qu'il faut se forcer? Qu'est-ce que tu Je dirais conseilles? pas le sport, c'est un minimum d'exercice physique. Il y a un truc hyper important à comprendre dont je parle tout le temps dans les conférences. Quand on est en deuil, il faut éviter de fonctionner sur un module j'aime, j'aime pas. Parce que, non, non, pardon, j'ai envie, j'ai pas envie. Parce que Mm. dans le deuil, on n'aura jamais envie. Il faut rajouter un deuxième module à côté qui est ceci m'est utile ou ceci ne m'est pas utile pour n'importe quelle activité. Donc, si j'ai pas envie de, de sortir, si je m'en tiens à ça, je ne vais pas sortir, je ne vais jamais sortir. Alors que si Mm. je rajoute ceci m'est utile, on ne va pas se raconter des histoires, on ne va pas se dire je suis content de sortir. Non, je vais sortir, j'ai pas envie, mais ceci m'est utile. Utile sur le court terme, moyen terme et long terme. Et donc ça peut aider à décoincer un petit peu ce côté binaire j'ai envie, j'ai Mm. pas envie. Pareil pour les dîners avec les amis ou les invitations, j'ai pas envie, je suis fatigué, mais on se dit ouais, mais ça m'est utile pour garder le lien avec les gens. Et je vais dire simplement que je ne vais pas rester longtemps, mais garder la connexion avec les personnes, c'est vraiment important. Donc, pour Mm. revenir sur le corps, essayez aussi tout ce qui peut être prendre soin du corps, la réflexologie, le qigong, les massages, l'acupuncture, tous ces moyens Mm. réunis peuvent véritablement être accompagner aussi le deuil. On s'accompagne psychologiquement, mais s'accompagner corporellement est absolument indispensable aussi. Donc c'est D'accord. normal, c'est ça que je veux dire, c'est normal et ça dure malheureusement un petit bout de temps, quoi, 1 an, 2 ans Mm. parfois. Et concernant la dépression, parce que alors, je sais d'avance, Christophe, tu vas nous faire la différence entre dépression et des situations de, je perds la bonne expression. Dépressif. Voilà, Vécu dépressif. exactement. Le vécu dépressif. Euh, euh, c'est vrai que souvent, on voit des médecins, quand on va là et qui nous disent ah, vous avez perdu un proche, qui vont nous pousser du cacheton, d'antidépresseurs. Que penser de ça? Alors, on est en France, on est des gros consommateurs d'antidépresseurs, Ouais. mais que penser de ça dans le sujet du deuil pour rester sur ce sujet-là? Alors c'est sans aucune critique par rapport aux confrères médecins généralistes, leur rôle c'est d'apaiser la souffrance. Quelqu'un vient les voir, il leur parle de troubles du sommeil, de plus envie, de tristesse, parfois des suicidaires, de ruminations anxieuses et tout, de troubles du sommeil, et se disent cette personne, elle fait une dépression. Or, Hmm. dans l'immense majorité des cas, ça n'est pas une dépression. C'est le vécu normal de ce qu'on appelle le vécu dépressif normal. Donc, si votre médecin vous prescrit un médicament antidépresseur, Hmm. moi, pour ma part, moi j'ai tendance à ne jamais, jamais prescrire ou de façon exceptionnelle des traitements antidépresseurs parce que la meilleure façon, la meilleure réponse à ce type de vécu dépressif, c'est être accompagné, c'est parler, c'est partager avec les proches, c'est mettre des actions qui vont faire en sorte qu'on apaise cette peine intérieure. Le médicament donne parfois l'illusion d'un apaisement, parce que certes, vécu dépressif et dépression ont des territoires communs. Donc forcément, l'antidépresseur va avoir une action quand même. Mais on arrive à croire de façon erronée que c'est parce que l'antidépresseur nous préserve de la douleur du deuil. Or, je constate de façon constante que même les gens sous antidépresseurs ont quand même le chagrin lié à la peine, ressentent le manque, ressentent la douleur de la perte de la personne, et ils se disent à tort, mon Dieu, déjà que je souffre,
si j'enlevais l'antidépresseur, je souffrirais encore plus. Ben, Ah, c'est que c'est pas le cas. C'est pas le cas. Parce que parfois, on se rend compte que même quand on enlève l'antidépresseur, eh bien, la personne garde exactement le même niveau. C'est pas pire, ni moins bien, mais c'est pas pire. Donc, et bien sûr, il ne faut pas, s'il vous plaît, il ne faut absolument pas de votre propre chef que vous arrêtiez un traitement antidépresseur. C'est indispensable de ne pas le faire à la sauvage, à la hussarde, comme ça. Il faut consulter votre médecin pour lui dire comment éventuellement, pouvez-vous m'accompagner pour réduire le médicament. Mais c'est du cas par cas. Là, je vous parle de façon générale et il arrive parfois que c'est quelque chose euh, qui est tellement spécifique que pour une situation donnée, un antidépresseur est totalement justifié et pour une autre hmm, situation presque identique, cet antidépresseur n'est pas vraiment justifié. Donc c'est vraiment du point par point avec le médecin, mais surtout essayer de ne pas faire une prescription qui va s'étendre sur 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ça n'a pas de sens dans le vécu du hmm, deuil, à moins qu'il y ait derrière une pathologie dépressive antérieure au deuil et qui se d'accord. trouve activé par le deuil. Hein. Mais le Hmm. vécu du deuil par lui-même, a priori, ne nécessite pas, en général, de traitement antidépresseur, sauf si antérieurement, il y avait déjà un contexte dépressif. Est-ce que c'est clair, ça? Mm, Ouais. mm, mm. Alors, il y a beaucoup de commentaires très intéressants des personnes qui utilisent des antidépresseurs qui disent que ça leur fait du bien, d'autres que ça change rien, d'autres qui disent aussi que bah, ils aimeraient pouvoir avoir cette meilleure antidépresseur que sur nos proches, mais qui ont Ouais. personne à qui parler. Oui, Euh, mais dans ces cas-là, c'est ne croyez pas que le cheminement se fait grâce à l'antidépresseur. L'antidépresseur, il est là pour venir apaiser l'intensité de la souffrance et c'est parfois excellent. Il y a pas il y a pas d'erreur là-dedans. Mais ne croyez pas que l'antidépresseur rend possible le vécu du deuil. Absolument pas. Le vécu du deuil, il est indépendant de la prescription. Donc c'est mm. vraiment, si ça vous fait du bien, vous le gardez. Vous le gardez, il n'y a absolument aucun problème, mais le gardez pas des siècles non plus. Hein. C'est-à-dire des siècles. Alors, quelle est la limite pour ne pas arriver à des siècles? Des siècles, c'est 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Parfois, on arrive à croire qu'on ne peut vivre qu'avec Mm, l'antidépresseur. Je parle au niveau du deuil, hein, bien sûr. Je ne parle pas de la maladie mm, dépressive indépendamment du deuil. Mais a priori, comme le vécu du deuil, le processus de cicatrisation, dans ses formes aiguës, il est dans les premières années, 3, 4, 5 ans dans les circonstances de perte d'un enfant, par exemple. Au-delà, on se demande, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose que le vécu du mm, deuil s'exprime à travers cette douleur. Parce qu'il ne faut pas oublier que le deuil vient, la perte de la personne et le processus de deuil qui s'initie survient sur une personne. Cette personne a déjà une histoire. Peut-être que le vécu du deuil va appuyer sur une histoire qui existait antérieurement. Et elle a mm, l'impression que la souffrance du moment est en fait l'expression de sa perte. Ça l'est en partie, mais ça peut être aussi une réactivation pas mm, forcément consciente d'une autre blessure du passé, d'une autre souffrance du passé. Par exemple, si on a perdu son conjoint, par exemple, on peut avoir un vécu très fort d'abandon. C'est vrai qu'on a été, entre guillemets, abandonné par son conjoint, mais on se rend compte parfois qu'il y a dans son histoire d'enfant un vécu d'abandon qui a été jamais pris en compte et dont on a extrêmement souffert et qui se mm, réactive par l'abandon, entre guillemets, de la perte du conjoint. Et mm. en fait, on ne sait plus exactement de quelle nature est la perte. Est-elle uniquement liée au décès du conjoint, l'abandon, entre guillemets, du conjoint, ou la réactivation forte de cette blessure d'autrefois. Donc c'est important de voir que dans ma peine du présent, il y a peut-être des éléments de ma peine qui sont en fait des réactivations de souffrance antérieures au décès. C'est important à discerner, C'est vraiment, discriminer. ouais. Ouais. C'est vraiment un révélateur, enfin un deuil ou multi-deuil révèle ce qu'on Ça a va vécu révéler avant. en Hmm, soi. Oui, tout à fait, oui. d'accord. Bon. Mais merci pour ça, ça parle à pour beaucoup d'internautes. Je te propose de passer à une deuxième question qui est sur un autre sujet qui est la mort violente suite à un deuil, enfin une mort violente et du coup qui provoque un deuil traumatique. Ouais. La dernière fois, au dernier live, on avait vécu un partage autour de Mona qui a vécu une tragédie et qui avance malgré tout ça.
Et en fait, on a Pascal qui rebondit sur cette question, cette discussion. Elle dit que son histoire est également une tragédie. Elle aimerait bien savoir comment font les autres parents pour avancer, apprendre à prendre soin de soi dans ce processus deuil après un suicide particulièrement. Après un suicide. Alors Mm, déjà, c'est juste mentionner l'association Phare Enfants Parents qui mm, s'occupe à Paris, mais il y a des, vous pouvez les contacter, Phare Enfants Parents, c'est phare.org, et mm, qui s'occupe spécifiquement des parents en deuil après suicide, et qui, sur mm, Paris, et ils pourront peut-être vous donner des adresses en province ou Suisse, Belgique ou mm. Québec. Par De téléphone, on peut les joindre, physiquement, on peut avoir des groupes vraiment de un deuil parole. qui est spécifique, la mort de son Mm, enfant. C'est la mort de son enfant mm, brutalement par suicide. Vous voyez, on cumule vraiment beaucoup de choses là. Et donc, dans ce deuil-là, c'est toujours essentiel de pointer, est-ce que j'ai une composante mm, post-traumatique? Et parce que très souvent, quand on accompagne quelqu'un à l'hôpital et que cette personne meurt à l'hôpital ou en EHPAD ou ailleurs, la personne est généralement accompagnée et on est dans un environnement mm, assez protégé dans une chambre, les soignants sont là, les médecins sont là, etc. Or, dans les suicides, à 80% des cas, ça se passe à la maison. Ça veut dire que les premières personnes qui découvrent le corps de la personne se retrouvent tout seuls, parfois un quart d'heure, une demi-heure, une heure, parfois tout seul à la maison, en présence du corps, avant que les secours arrivent, les pompiers mm, ou le SAMU. Donc, ce temps passé, cette découverte brutale dans son environnement habituel, a le pouvoir de créer, donc ça c'est un traumatisme, mais parfois c'est tellement intense que ça crée mm, dans le cerveau une espèce de bug qui fait mm, que l'événement traumatique a du mal à se digérer intérieurement et peut parfois, pas tout le temps, mais parfois, se cristalliser dans le cerveau et ouais, engendrer ce qu'on appelle des séquelles post-traumatiques. C'est-à-dire que dans le mm, cerveau, il y a une espèce de kyste où il y a intact les pensées, les images, les émotions, tous les événements qui se sont passés à ce moment-là. Et ce kyste dans le cerveau réactive complètement sans cesse l'événement. C'est pour ça qu'on parle de séquelles post-traumatiques. Et juste à rappeler brièvement ce que je disais la dernière mm, fois, il y a trois éléments, et c'est des éléments qui surviennent après 3 ou 4 mois. Au début, c'est normal, mais 3 ou 4 mois après, des images invasives où la scène revient sans cesse, sans cesse, sans cesse, 10 fois, 20 fois, 100 fois dans la journée. Deuxièmement, un sentiment de peur imminente, de nouvelle catastrophe qui va survenir, avec un état d'hypervigilance. On est tout le temps aux aguets sur où le nouveau coup va survenir. Et le troisième, c'est un évitement plus ou moins conscient de toutes mm, circonstances qui rappellent plus ou moins le traumatisme. Ça constitue les éléments de ce qu'on appelle le syndrome de stress post-traumatique. Et j'ai déjà mentionné la dernière fois, la meilleure méthode, c'est vraiment le MDR. mm, EMDR. Et si vous cherchez les coordonnées, c'est sur mm. emdrfrance.org qui a un annuaire qui regroupe tous les thérapeutes formés en EMDR en France et a priori ils sont bien formés, donc ça peut être vraiment utile. Donc ça c'est vraiment, je dirais en tout premier lieu, avant de travailler sur le processus de deuil en tant que tel, il faut d'abord travailler sur les séquelles post-traumatiques parce qu'elles ont le pouvoir de freiner le déroulement harmonieux du deuil. Donc, c'est ce Mm, que je fais tout le temps, moi, quand j'accompagne quelqu'un, je vérifie si, est-ce qu'il y a ou pas des séquelles post-traumatiques et je commence d'abord à travailler en EMDR mm, sur le traumatisme, qui après, donc, sachez bien que travaillant sur le traumatisme ne va pas apaiser le vécu du deuil. Ça va simplement lever le frein qui était sur le processus de deuil et il est parfois étonnant et normal de se rendre compte que son deuil, une fois le syndrome de stress post-traumatique levé, prend une plus grande intensité parce qu'il a sa libre capacité d'expression. Donc, ne pensez pas que le MDR va apaiser le vécu du deuil. Ça peut au mm, contraire parfois le, le rendre d'autant plus présent, d'autant plus intense. C'est important parce que des mm. fois, il y a une confusion par rapport à ça en disant le MDR va apaiser mon deuil. C'est pas le cas. Ça va apaiser le syndrome de stress post-traumatique. Alors, Donc, alors, ça fait plusieurs fois qu'on parle de cette technique. On vous invite vraiment à vous renseigner. C'est vrai que dans les apéros entre amis, c'est rare qu'on apporte ce genre de sujet
ou qu'on Oui, s'échange des bons plans de ce type. Donc profitez-en. c'est vraiment utile. Hein, et j'insiste, hein, parce que moi je l'utilise beaucoup aussi pour tout ce qui est des gens qui ont été des agressions, des accidents graves, on a Ouais. été traumatisés, des viols parfois, ou toutes les Mm. circonstances où on a été tellement traumatisé qu'on n'arrive plus à fonctionner. Et ça, le MDR, c'est assez remarquable comme outil. Je vous invite à l'explorer si vous avez des choses Mm. bloquées, des traumatismes bloqués dans votre vie, même anciens, même 10 ans après, hein, ça fonctionne. Alors, je rebondis sur Letty qui nous pose la question si la médiation, technique de médiation donc en groupe, peut aider également. Est-ce que dans un deuil qui concerne du fait plusieurs personnes dans une famille, Oui. cette technique de médiation, de gestion de conflit, peut être une aide? Oui, de toute façon, là on ne parle pas de post-traumatique, n'est-ce pas? Oui, oui, pour élargir un peu. Oui, vraiment, parce que parfois, il y a tellement une incommunicabilité dans la famille et qui génère trop de souffrance dans la famille Mm. qu'il est parfois nécessaire de créer, de créer de la circulation par une médiation. Mais, mais, il faut que tout le monde soit d'accord. Parce que souvent, très souvent, malheureusement, enfin pas malheureusement, enfin très souvent, c'est la, mettons qu'il y a un enfant qui est décédé dans la famille ou le conjoint, c'est souvent la maman ou l'épouse qui trouve que les gens dans la famille ne parlent pas assez et qui va vous dire, vouloir dire il faut que tout le monde parle. Vous ne parlez pas, vous mettez en danger, vous gardez ça à l'intérieur et ça va exploser Mm. plus tard. Et il y aura des conséquences dans les mois, des années à venir, ça va abîmer votre vie. Donc c'est souvent la maman qui est persuadée que mettre forcément des mots, forcément parler, va être la meilleure façon pour la famille Mm. de gérer le vécu du deuil. Mm. La plupart du Ok. temps, non. Je vous assure, la plupart du temps, ce n'est pas le cas. C'est le désir de la maman qui impose. Donc les gens vont venir sûrement dans la famille, ils sont adorables, ils vont venir, mais euh, on n'apaise pas sa peine quand on est Mm. contraint à nommer sa peine. Je répète ça. On n'apaise pas sa peine quand on est contraint, Mm. forcé de Mm. nommer sa peine. Mm. Contre-productif et ça bloque encore plus la communication. Donc, je comprends que parfois, c'est un thème qui revient sans cesse de dans ma famille, on ne parle Mm. pas, silence, et c'est pathologique. Si vous essayez de parler et que vraiment, 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 ça ne prend pas, il n'y a pas d'écoute, c'est dur à dire, mais essayez de la trouver ailleurs parce que ça veut dire que même si vous demandez encore et encore, j'ai besoin de parler, mais vraiment parler, vous êtes en train de l'oublier. Premièrement, c'est pas vrai. Mm. Les proches sont pas en train de l'oublier, mais si c'est beaucoup de garçons ou un mari, mettre des mots, c'est très compliqué pour les hommes et ça ne veut pas dire qu'ils sont en train de créer une bombe à retardement à l'intérieur. Donc, si vous Mm. n'arrivez pas à trouver qui parler, maman, épouse, Mm. euh, mettez-vous en lien avec d'autres personnes qui peuvent Mm. vous écouter. Je Tu sais nous bien que encourages vraiment à être proactifs, c'est-à-dire que si on vient pas nous chercher, nous proposer de l'aide, allons-y, allons la chercher, allons la demander. Euh, oui, je sais exactement. que quand on te pose la question à savoir combien de personnes on a besoin, c'est plus qu'une personne, tu nous dis, parce qu'on les Oui, fatiguerait trop. au moins, oui, c'est solliciter une seule personne parce qu'on dit que j'ai qu'une seule personne. On va tellement la surcharger de son propre deuil que vous êtes presque sûr qu'à un moment donné, elle va décrocher et elle va vous fuir. Ça va Mm. générer de la culpabilité pour elle et de la colère pour vous de vous sentir abandonné. Donc, il faut au minimum, allez, trois personnes pour qu'il y ait des différents relais et qu'on demande un petit peu de choses à beaucoup de gens. Parce que comme ça va permettre de fluidifier. Donc, un réseau de soutien de qualité, c'est Mm. au moins trois personnes. Euh, et si on ne trouve pas ces trois personnes, là vraiment, il y a le recours associatif avec les lignes d'écoute, avec Mm. les, les. Je vois. Alors oui, Cam qui nous dit que c'est difficile quand des fois on a l'impression que les autres ne souffrent pas quand on ne voit pas leur Mais, souffrance. bien sûr, vous savez bien que c'est faux. Parfois, c'est insupportable pour certains, pour les hommes, parfois, de nommer, pas que les hommes, mais beaucoup souvent les hommes, de nommer leur souffrance et ils peuvent donner l'impression, parce qu'ils bossent, parce qu'ils ont le loisir et tout, qu'ils ne souffrent pas. Je vous assure, c'est complètement faux. C'est 25 ans que j'accompagne des personnes en deuil, notamment des hommes, et leur souffrance est là, mais beaucoup n'ont pas envie.
Et ils se sentent agressés quand on les force à parler. Et ça leur fait un mal de chien quand on leur dit, mais tu souffres pas. Tu en parles pas, ça veut dire que tu souffres pas. Ça Mm. veut dire que tu oublies. Et ça, c'est insupportable parfois pour les pères ou les conjoints ou les enfants de s'entendre dire qu'ils souffrent pas. Ils disent, mais je souffre pas comme toi. Je souffre pas avec les mêmes besoins que toi. Et toi, tu veux que tes besoins correspondent à mes besoins. Or, tes besoins, c'est de parler, de nommer les choses, de dire ta souffrance, mais c'est Mm. tes besoins, ce ne sont pas mes besoins. Donc, s'il te plaît, je suis attentif à ta peine, mais sois attentif à ma manière, à moi de gérer ma peine. Mm. Et essayer du mieux possible de se rejoindre l'un l'autre, de dire, oui, mais j'ai besoin que tu nommes ta peine, ok, je vais essayer de Mm. cheminer vers toi, et de dire, oui, mais j'ai besoin que tu respectes mon silence, ok, je vais le respecter. C'est une ligne de crête à trouver. C'est toujours Mm. compliqué. Mais il n'y a pas, c'est pas parce qu'il n'y a pas de mots qu'il n'y a pas de souffrance. S'il vous plaît, pensez pas ça. D'accord. Alors justement, en parlant de ce problème de mots, d'expression, c'est dur de se comprendre dans les familles, dans les couples. On a d'autres situations dans lesquelles on se retrouve des fois. Là, il y a eu la fête des mères, par exemple, Oui, la semaine dernière. Mais voilà, moi, j'ai des amis qui ont vécu cette fête des mères un peu de façon spéciale parce qu'ils ont perdu leur maman il y a pas longtemps. Et ils ont décidé d'aller honorer leur maman en oui, allant au cimetière. Voilà, c'est oui. une façon de le faire, d'amener un beau bouquet, voilà, se remémorer ces beaux souvenirs, de pleurer ensemble. Mais il y a d'autres personnes qui ont ces difficultés, et notamment une personne qui nous dit qu'elle n'arrive pas à se rendre sur la tombe, et donc son mari et elle, euh, enfin son mari il va et elle n'y arrive pas, et elle sait même pas si la tombe est entretenue, elle sait que son frère s'en occupe, mais en fait elle a ce sentiment de culpabilité, c'est-à-dire je culpabilise de pas y aller, quoi. J'y arrive pas. Que répondre à ça? Alors, ça, c'est très fréquent. Le rapport à la tombe est toujours un peu compliqué. Parfois, Hmm. il y a deux choses. Soit c'est tellement insupportable d'aller sur la tombe que on est dans l'évitement. On ne veut pas parce que la tombe, ça fait quoi? On est devant une tombe qui dit clairement, cette personne que j'aime est morte et sa tombe en porte la preuve. Et parfois, le fait de ne pas aller sur la tombe, ça peut être le reflet d'un refus viscéral d'accepter cette réalité. Ça, c'est une première chose. Mais deuxième chose, ça peut être que la tombe pour soi ne représente pas grand-chose. Alors que ça peut représenter d'autres choses pour les membres de la famille, parfois pour soi, le corps de la personne qu'on aime n'est pas là dans cette tombe, il est avec soi, il est ailleurs, quelque part ailleurs, et on n'éprouve pas le besoin. Et il y a des gens que c'est un besoin viscéral tous les Hmm. d'y aller tous les jours. Pour d'autres, ils n'éprouvent pas du tout, vraiment sincèrement, pas du tout le besoin d'y aller, et c'est même pas de l'évitement comme dans la première situation. Et donc, d'où vient la culpabilité? C'est que la culpabilité vient de l'idée que il y a une pression sociale, plus ou moins, ou de la famille, en disant, si tu ne vas pas sur la tombe, ça veut dire des choses. Ça veut dire que tu l'oublies, ça veut Hmm. dire que tu négliges, ça veut dire que tu l'aimes pas au bout du compte. Et ça, c'est complètement faux. Donc la culpabilité, c'est pas tant par rapport à la personne qu'on a perdue, mais c'est souvent une culpabilité par rapport aux autres, par rapport au regard des autres qui disent, mais tu devrais à tout prix être aller sur la tombe parce que c'est la preuve Hmm. que tu es dans un lien d'amour. Alors que la plupart du temps, non, si on n'éprouve pas le besoin, ne vous forcez pas à aller Hmm. sur la tombe, ou alors allez-y si vous avez le poids d'un regard social qui vous y oblige, mais surtout ne culpabilisez pas. Il y a pas de support de culpabilité, c'est simplement sur le regard. Et donc expliquer aux proches, pour moi, cette tombe signifie le décès de cette personne que j'aime, mais elle est avec moi, je n'ai pas besoin d'y aller. Hein. Euh, D'accord. mais parfois, ça peut être utile un petit peu de se, de se dire, bah, je vais sur la tombe, c'est autre chose là, hein. Je vais Hmm. sur la et je prends soin de la tombe, je la fleuris, je la nettoie, je la rends belle. Et beaucoup de mamans, ou papas ou de proches me disent que c'est une façon de s'occuper de leur enfant d'une certaine manière ou de Hmm. leur et de faire en sorte que quand les gens viennent sur cette tombe-là, ils voient qu'elle est belle, qu'elle est fleurie, Hmm. qu'elle se distingue parfois des autres tombes et que c'est Hmm. une manière
Et parfois, il y a des gens qui trouvent sur la tombe des petites choses que les gens ont déposées. Ils ne savent pas qui Mm. c'est, mais des petites fleurs ou des Des petits dessins objets. d'enfants, ouais. C'est un Mm. enfant et ça peut faire vraiment du bien de se dire d'autres personnes que moi pensent à la personne que j'ai perdue. Parce que vous Mm. savez bien que la plus grande peur, c'est que les autres oublient la Mm. personne qu'on aime. Et vous savez quoi? C'est vrai. Les gens vont un peu, à un moment donné, oublier, en tout cas, ne pas avoir à l'esprit autant présent que vous, que Mm. la personne que vous avez perdue. Et au début, ça suscite beaucoup de colère parce qu'on se dit, mais Mm. il faut se souvenir de mon enfant, il faut se souvenir de mon parent, il faut se souvenir de mon conjoint, de cet ami, etc. Et c'est impossible, c'est intolérable de l'oublier. Le constat est, et ça c'est un constat, c'est ni bien ni pas bien, c'est un constat Mm. que véritablement, si c'est pas un lien émotionnel très proche, les autres vont pas forcément oublier, mais le mettre plus à distance de leur Mm. esprit. Et ça peut être très douloureux, 2 ans, 3 ans, 4 ans après, de voir que les gens ne prononcent plus du tout le nom de la personne qu'on a perdue, soit parce qu'ils ont peur de remettre le couteau dans la plaie, mais c'est idiot, on y pense tous les jours, soit ils y pensent plus, et soit on doit faire un petit travail sur soi de ne pas être trop, comment dire, blessé ou agressé, et donc un peu agressif en retour pour dire mais vous prononcez plus son nom, c'est intolérable, c'est insupportable. Donc c'est vrai que c'est intolérable, c'est insupportable, mais il y a des choses qu'on ne peut pas demander aux autres gens parce qu'ils Mm. n'avaient pas le lien autant fort que soi. Alors, Donc ça, là, on parle d'après, mais pendant la cérémonie, on a souvent ces difficultés où dans certaines familles, certaines personnes ne veulent pas venir, ils se sentent pas à l'aise, ou alors on se pose la question des enfants, mais à quel âge on a un enfant? Donc c'est souvent des grandes questions. Euh, Est-ce que tu encourages, comme je sais le font beaucoup de pompes funèbres, de dire venez, voyez, vivez ce moment, ou de dire ouais. non, il faut vraiment pas vous forcer? Ah bah, moi, j'ai le parti pris de dire venez, évidemment, venez. Même faites venir des petits-enfants. Les petits-enfants de 4 ans, de 5 ans peuvent vraiment assister à la cérémonie. Le prérequis, c'est qu'on leur explique où on va, qu'est-ce qu'ils vont voir, qu'on leur explique très clairement ce qui va se passer et que on Hmm. soit, qu'il y ait un proche, le parrain, la marraine, qui soit là pour s'occuper spécifiquement de l'enfant. Mais oui, moi, j'invite vraiment à venir aux obsèques, bien sûr, et assister à tous les rituels. Il n'est pas malsain régulièrement d'amener un enfant sur la tombe de son papa. C'est complètement sain. Vous savez pourquoi c'est sain? Parce que c'est juste aligné sur la réalité. Tout Hmm. ce qui est aligné sur la réalité est sain. Tout ce que on veut mettre loin de la réalité, des, des mensonges ou des choses qu'on cache a tendance à Hmm. être source de souffrance sur le long Hmm. terme. Donc, plus on est clair, plus on est direct. En fonction des enfants, il faut vraiment moduler en fonction de l'âge, mais plus on Hmm. est aligné sur la réalité, sur ce qui s'est vraiment passé, sans omettre le fait que c'est un suicide, c'est un accident, c'est une maladie, etc. Eh bien, on apaise, on rassure, parce qu'il n'y a rien de plus apaisant qu'une prise directe avec la réalité telle Hmm. qu'elle est. Hyper important. Hmm. D'accord. Merci pour ça. C'est des sujets pas évidents à aborder en famille. Souvent, ça crée des disputes. Alors, on va changer de sujet si tu veux bien. On va Oui, parler du sujet des décès in utero. Et c'est Sarah oui, qui nous pose cette question. Elle nous explique que donc notre fille est décédée en in utero à 39 semaines de grossesse en avril, sans explication. Notre fils, qui est actuellement à 20 mois, a participé à sa manière à cette grossesse avec ses moyens de compréhension à son âge. Et la question, c'est comment et quand en parler aux grands frères et aux grandes sœurs. alors, moi je dirais le plus tôt possible, parce qu'ils ont vu que le vent de la 36 semaines, quand même, on commence à avoir des signes physiques qui font que les enfants, petits ou grands, ont déjà vu que la maman était enceinte. On a commencé déjà à parler du bébé. Eux-mêmes, avec leurs petites antennes, ils ont capté que la maman était Mmh. enceinte. Et donc, là encore, ben, c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure. C'est Mmh. comment faire pour être au plus juste. Eh bien, on est plus juste en étant dans Mmh. la réalité, c'est-à-dire prendre le temps de se poser tranquillement, euh,
même si on pleure, ça n'est pas grave parce que c'est la réalité. Et de Mm. dire, le papa et la maman présents, dire, ben voilà, il y avait ce bébé qui était en moi et euh, il y a eu un problème. Il y a eu un problème de santé pour le bébé et le bébé n'a pas pu continuer à vivre et donc maman a dû accoucher d'un bébé qui Mm. n'était pas vivant. Et après, les enfants me disent, mais qu'est-ce qu'on a fait du bébé? Comment il s'appelait? Enfin, il y a plein de questions qui vont venir et c'est vraiment euh, d'être au plus proche des questions et de vraiment D'accord. en parler. Est-ce que vous voulez voir l'échographie? Ben, c'était ce bébé-là, il était dans le ventre. C'est-à-dire le faire partie prenante, essayer le moins possible de protéger par des silences, par des non-dits. Si l'enfant il a une question, Ok. et en face il y a un silence, ben, il se garde la question, il est toujours avec lui. Et Mm. combien de fois j'ai été amené à voir des petits frères, des petites sœurs de 5 ans, 6 ans, 7 ans, qui posaient des questions très directes. Où il est le bébé? Est-ce qu'on l'a enterré? Est-ce que moi je pourrais avoir un bébé? Est-ce qu'il risque de mourir dans le ventre? Enfin, des questions très, très, Mm. très directes. Et bon, il y a une autre chose. Si c'est un bébé qui est né, non pas in utero, mais juste peu de temps après la naissance, Mm. il y a parfois des photos qui sont prises du bébé hein, avant qu'il décède, un mois. Et il est tout à fait important de placer la vie de ce bébé dans Mm. la fratrie. C'est-à-dire que même si ce bébé a vécu pas longtemps, ou même s'il est décédé in utero, il fait Mm. partie de la fratrie. Et c'est toujours utile de nommer, de donner un prénom à cet enfant en disant, Mm. bah, et parce qu'après, si on a un autre enfant, et qu'on a déjà un grand garçon, par exemple, on a un grand garçon, on a eu le décès d'un enfant in utero, et on a un troisième enfant qui naît Mm. vivant. C'est important pour la fratrie de se dire, on n'est pas que deux, on est trois. Moi, un petit frère ou une petite sœur qui est Mm. décédé, maman, et puis moi, je suis le troisième. Pour les parents aussi, c'est important de dire, on a eu trois enfants, on n'a pas eu Donc deux enfants. pour toi, on ne négocie ni le nombre d'enfants, peut-être même les prénoms si on les a donnés, et surtout pas l'histoire, cette mémoire. C'est très important de l'ancrer. Alors justement, moi j'ai envie de te poser la question. Est-ce que Juste, attends, juste aussi, tout dépend de l'avancée de la grossesse. Si c'est une Mhm. fausse couche après 2 mois, bien sûr, ça entre pas en ligne de compte. Là, je parle vraiment des grossesses très avancées, septième mois, Mhm. huitième mois, voire neuvième mois, enfin, juste avant la Mhm. naissance. On est Mhm. vraiment quand il y a eu très clairement euh, dans la famille, dans toute la famille, et pour les enfants, présence d'un bébé. D'accord. Avant les 3 mois ou un petit peu après, si ça se voit vraiment pas, si ça n'a pas été annoncé aux enfants, là encore, c'est du cas par cas, bien sûr, mais il y a moins dans leur esprit l'idée de petit frère, petite sœur. Et euh, mais alors que si la maman est vraiment très enceinte, qu'on a commencé à parler au bébé, qu'on a commencé à le sentir Mhm. dans le ventre, là, il a une telle présence que c'est important de ne pas passer sous silence sa disparition. Ouais. D'accord. Ok. Je vais te proposer, il nous reste 15 minutes, Christophe, d'enchaîner un peu plus de questions pour accélérer, pour essayer de donner un max de réponses. Beaucoup attendent. Ouais. Voilà. Alors, on va parler juste revenir un peu sur le confinement, déconfinement et du deuil. Est-ce que le processus, c'est Caroline qui pose cette question, est-ce que le processus d'aller-retour dans la traversée du deuil est parasité par le contexte du coronavirus ou pas? La réponse, c'est non. Euh, pendant le confinement, vous êtes peut-être blessé. Il y a un processus naturel de cicatrisation de votre plaie qui est survenu. Que soyez confiné ou Hmm. déconfiné, ça ne change rien au processus naturel de cicatrisation. C'est la même chose pour D'accord. le deuil. Je le rappelle, il y a un processus de cicatrisation psychique, confiné ou pas. Le processus en tant que tel ne va pas être modifié. Néanmoins, les conditions pour accompagner cette cicatrisation ont été rendues plus compliquées par le deuil. On n'a pas pu accompagner la Hmm. personne qui était malade, on n'a pas pu assister aux obsèques, on n'a pas pu faire les cérémonies, on n'a pas pu se Hmm. regrouper entre proches. Donc, ce sont des conditions qui ont parasité, qui peuvent être des points de souffrance supplémentaires qui viennent un petit peu, oui,
mettre un écho de souffrance supplémentaire par rapport au parcours du deuil, mais en termes de processus, il y a toujours deux choses, hein. Il y a le processus de deuil, il y a le processus émotionnel de deuil, hein. Mais Hmm. pour le processus de deuil, il est inchangé, confinement ou pas confinement, mais le processus émotionnel du deuil, il est influencé par le fait qu'il n'y ait pas eu des obsèques ou des différents, ou alors que même si ce n'était pas lié à un décès pendant le confinement, on n'a pas eu l'espace de parole qu'on avait habituellement. Et Hmm. tu as mentionné tout à l'heure, aller-retour dans les phases. Il y a pas d'aller-retour dans les phases, hein. Le processus de cicatrisation suit une séquence, et cette séquence, il n'y a pas des allers-retours. On a l'impression que c'est des allers-retours, mais en fait, il n'y a pas d'aller-retour. Donc, C'est si on a des vraiment, moments de colère, voilà, qui sont souvent au début, ou d'injustice, sentiment d'injustice, et qui reviennent 2, 3 ans après, comment on l'interprète? bah, c'est un mouvement émotionnel, mais c'est pas du tout un retour en arrière. C'est une colère D'accord. qui correspond à ce temps du deuil, mais c'est pas un retour en arrière sur le temps où on a eu cette première colère. C'est une colère qui Hmm. évolue du temps, même si elle a toujours la même teneur. Le processus émotionnel, lui, suit son cours peut-être sur une tonalité de colère constante. Mais ça ne veut pas D'accord. dire que les phases ont été chamboulées. Hmm. Je fais du cours là. Tu Ok. m'as demandé de Ouais, faire. merci. Merci pour ça. Est-ce qu'on peut parler maintenant, Christophe, du processus du deuil avant le décès? Est-ce qu'il Ok. existe une sorte de préparation? Alors, j'ai une question de Paz qui nous demande si il est possible d'avoir vécu un processus de deuil déjà pendant la maladie, souvent les longues maladies d'un proche. Se peut-il que nous puissions faire de petits deuils, entre guillemets, pendant la maladie? Ouais. Elle parle de ça par rapport au cas de sa fille qui était malade d'une tumeur cérébrale, qu'elle a perdu il y a peu de temps et qui perdait peu à peu ses capacités. Au début, la marche, après l'ouïe, la parole. Est-ce que le deuil commence avant? On peut commencer Dans avant. des circonstances de coma, d'accompagnement, où on perd progressivement le lien avec la personne, aussi dans les troubles dégénératifs, on constate, hein, c'est pas une décision là encore, on constate qu'il y a effectivement quelque chose du processus de deuil qui se met en route. Hmm. Pourquoi? C'est quoi le mise en route du processus de deuil? Le deuil se met en route au niveau psychique dès qu'il y a modification du lien, du lien émotionnel, relationnel avec la personne. Quand la Hmm. personne est par exemple un trouble cognitif dans le coma, il y a déjà quelque chose avant son décès qui est altéré dans la relation. Et dès qu'il y a une altération dans la relation, quelque chose qui est de la perte du lien, de la parole, de la communication, du toucher, de l'échange, du regard, eh bien, qu'on le veuille ou non, il y a déjà quelque chose qui en nous s'initie dans l'esprit, ce qui fait que parfois, des personnes qui ont accompagné un parent qui avait une longue maladie dégénérative et qui décède après 5 ans ou 6 ans, se rendent compte qu'au moment du décès, après son décès, ils sont dans la peine, mais ils sont étonnés parce qu'ils sont moins dans la peine que ce qu'ils avaient imaginé, parce qu'il y Hmm. avait parfois, pas tout le temps, mais parfois, déjà le processus qui en souterrain, au niveau inconscient, avait déjà franchi quelques étapes. Donc on peut avoir l'impression d'avoir le cœur lourd, pas le cœur lourd, le cœur de pierre, parce qu'on est moins dans la peine que ce qu'on s'imaginait, mais en fait, c'est parce que le processus a commencé déjà avant le décès. Alors, on a Christine Roth qui nous parle euh, d'un deuil blanc. Oui, deuil blanc, ouais, il y a des C'est une expressions comme expression ça. pour parler de ces deuils qui se préparent, d'accord? En fait, ça fait le lien avec ce dont on parlait avec des enfants. Est-ce que, c'est une question un peu touchy, mais ça vaut le coup de la poser. Est-ce que finalement, quand petit, on découvre par la mort d'un animal, par la présence aux obsèques, voir un corps décédé d'un grand-père ou quoi, est-ce qu'on peut apprendre petit à petit à mieux appréhender la mort, peut-être se préparer à vivre mieux les deuils qui vont suivre? Sincèrement, je crois. C'est pour ça que pas les siècles passés, oui, c'est les siècles passés, mais les années passées, dans les années, jusqu'à peu près les années 60, il y avait Mhm. une proximité du décès, de la maladie, du décès à domicile, où les enfants étaient là, et parfois il y avait la vie à domicile, donc il y avait une proximité du deuil pour les enfants, et donc une certaine Mhm. intégration de cette réalité-là. Et, mais on se rend compte aussi que dans bien beaucoup de contes pour enfants,
y a la présence de la mort. Donc, c'est une Mm. manière aussi de parler de la mort de façon acceptable ou soft. Par exemple, Blanche-Neige, sa maman, elle est morte. Mm. Bambi, sa maman, elle est morte. Le Roi Mm. Lion. Beaucoup d'orphelins. Ouais. Donc c'est vraiment saisir les occasions des dessins animés ou des films pour dire, Mm. il y a plein de petits livres qui existent aussi, et parfois, il n'est pas du tout malsain alors qu'il n'y a pas eu de décès dans la famille, d'introduire l'idée que les gens meurent. Il y a plein de petits livres vraiment bien ou des films. Le Roi Lion, par exemple, c'est vraiment super. Le Roi Lion, Ouais. il perd son papa et lui, il y a son oncle, le méchant, là, qui lui dit, Mm. c'est à cause de toi qu'il est mort. Et donc, il s'en va. Et après, progressivement, il se réapproprie son papa. Et à la fin du film, quand il voit son père lion dans les étoiles, c'est la quatrième étape du deuil. C'est vraiment le fait de la présence de son père en lui, et il s'autorise à être ce qu'il est par le fait d'avoir été aimé de son papa. Donc c'est Mm. une très belle métaphore de ce qu'est le processus de deuil, et c'est l'occasion d'en parler avec les petits, hein, pour apprendre D'accord. progressivement. Donc, tu es en train d'encourager tous les parents à envoyer les enfants regarder des dessins animés, si je comprends bien. Des écrans très Exactement, jeunes. Très jeunes. D'accord. très jeune, tout à fait, oui. Non, Très mais il est jeunes. Et dit. c'est vrai qu'il y a peu de Walt Disney qui ne parlent pas d'un sujet, un nœud, enfin, en tant que réalisateur, de créer ce nœud d'histoire sur le sujet de la mort. C'est très très courant. Ouais, ouais, Parce que c'est souvent ce qui va provoquer des chamboulements d'histoire, des dénouements aussi. exactement, oui, oui, oui. Finalement, c'est ce qui et pourquoi les Walt Disney marchent autant, c'est parce qu'ils parlent peut-être des sujets finalement même avec de la poésie, des sujets de nos vies. Oui, oui. Hein. Je reviens sur une question qu'un internaute avait posée et on va terminer sur ces dernières remarques sur les adolescents. C'est vrai Ouais. que c'est pas facile des fois de faire parler ces adolescents. Non, ben, il faut. Euh, il faut pas les faire parler. C'est ça, Christophe? C'est comme les hommes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Un adolescent qu'on force à parler, il va se braquer d'autant plus. Ce qu'on peut faire, parce que l'adolescent, c'est l'adolescent quand même, on peut faire, c'est lui laisser la possibilité de dire, je suis disponible pour te parler, euh, j'ai peut-être moi aussi besoin de te parler, peut-être que tu peux prendre conscience que j'ai un besoin, et avoir suffisamment d'empathie, c'est parfois dur pour les ados, mais parfois Hmm. avoir un peu d'empathie pour aller vers moi et prendre le temps de m'écouter. Mais souvent, l'ado, il est submergé par la peine du parent, et Hmm. il n'a pas envie de prendre en charge la peine du parent parce que cette peine le dérange, alors que lui, il est dans un processus complètement de transformation, il est dans sa Hmm. vie, il n'a pas envie d'être tiré vers le bas. Donc, euh, la dimension naturellement égocentrée de l'adolescence, qui est très, oui, on est centré sur soi dans l'adolescence, fait qu'on n'a pas tout à fait peut-être l'empathie nécessaire pour aller vers son papa ou sa maman ou son frère ou des amis qui ont perdu un deuil. En revanche, si des membres de la tribu des adolescents, quelqu'un est en deuil, ils vont tous se fédérer et être hyper présents. Hmm. Mais D'accord. si c'est le parent, il peut être hyper adorable, hyper gentil, mais ça peut lui faire peur un petit peu la peine du parent, et il attend de son parent qu'il soit fort, solide, à sa disposition un petit peu, et quand il est quand il voit son parent trop dans la peine ou trop happé par la peine par rapport à le décès de l'autre enfant, du conjoint, Ouais. il peut se sentir abandonné. Il dit, ouais, tu penses qu'à lui, il faut être mort dans cette maison pour avoir ton attention. Enfin, des trucs brutaux comme ça. Mais donc, le mot-clé, c'est créer les opportunités de parler. Je suis disponible si tu veux qu'on en parle, mais Hmm. ne vous inquiétez pas s'il ne parle pas. Ne vous inquiétez pas. Il parle ailleurs ou d'une autre manière. Hmm. Comme tu dis, hein, c'est plus qu'une famille, on est une tribu. Il y a Ouais, certaines ethnies qui disent qu'on a besoin de minimum 4 adultes pour s'occuper d'un enfant, minimum. Et souvent, ouais, c'est les tontons, les tatas, les voisins. ouais, Et le deuil a besoin d'être collectif hein, pour le vivre. C'est pour ça ouais, qu'il ouais. faut qu'on casse ce tabou, c'est pour ça qu'on a besoin euh, d'être au courant des deuils de nos voisins, d'oser en parler, de Oui, pouvoir leur dire allez, qu'on est disponible. petite question pour la route, là. Il est 19h26. Petite question pour finir. Parce que là, je vois qu'on arrive bientôt à la fin. Ok, alors,
Dernière question, c'est sur le deuil en famille et du premier cercle. Comment avancer à deux ou comment rester maman et forte quand on est parent seul? C'est plus facile à deux, mais quand on est tout seul, on est. Ah, ah, tu voulais une question sympa? Je te l'ai trouvé. Petite question. C'est trop long, trop grosse question, ça. Ce sera Trop pour grosse question. On le garde pour la prochaine. Ok. Oui, Alors, ce que je te propose, j'ai une dernière. Alors attends, j'ai tellement de questions là. Allez, on va finir sur une date d'anniversaire. Faut-il prévoir, oui. anticiper le jour J pour honorer l'être aimé, avec le stress du travail, de la vie de tous les jours, mais aussi avec des émotions très vives? S'il vous plaît, oui. C'est quelque chose que je fais systématiquement. C'est la première chose que je fais quand je reçois une personne, je mets la date. Et je relis tout, à chaque fois que je vois la personne, la Hmm. date. La date anniversaire, c'est un moment, surtout le premier anniversaire, mais peut-être parfois plus le deuxième. C'est un moment où se réactive 3 semaines ou un mois avant cette date-là, se Hmm. réactive fortement émotionnellement tout ce qu'on a vécu un an auparavant. Et donc, il est toujours utile, je pose toujours la question, qu'est-ce que pour ce jour-là, vous avez envie de faire? Ça peut être Hmm. une cérémonie avec des proches, une cérémonie religieuse ou pas. Ça peut être Ouais. organiser une marche pour aller au cimetière. Ça peut être organiser une marche dans la forêt. Ça peut être organiser un repas. Ça peut être, ou alors ça peut être quelque chose de très intime où on a besoin d'absolument personne et on va marcher. Longtemps, j'ai une amie qui va sur une île en Bretagne. C'est son Hmm. jour. Elle y va toute seule et elle veut absolument pas débrancher. Elle débranche tout Hmm. son téléphone et elle y va. Mais c'est important qu'il y ait quelque chose de posé Hmm. lors du rituel. Deuxième chose, on redoute parfois l'arrivée de cette date et on redoute de péter un câble complètement. Or, on se rend Hmm. compte Hmm. que le jour, euh, c'est toujours plus dur avant et que le jour, en fait, il y a un matin, il y a un midi, il y a un soir et après, c'est un an et un jour, un an et 2 jours. Et après, c'est 2 ans et un jour. Donc vraiment, et ça Hmm. peut, la date anniversaire, ça peut être pendant 10 ans, pendant 15 ans, mais c'est toujours Hmm. un temps qui a besoin d'être, de mettre un rituel et c'est un bon moment pour honorer la mémoire de la personne. Voilà. Hmm. Écoute, merci pour ça. Est-ce qu'on peut finir? Tu peux nous donner une petite note d'encouragement parce que j'ai vu pas mal de commentaires sur vraiment ce qui témoignent du désir d'aider, d'accompagner aussi des personnes en deuil. Et je me demande si on ferait pas une émission sur ça vraiment. Est-ce qu'il existe des clés ou des bonnes attitudes pour aider Oui, les autres? Et je vous rappelle qu'on a sur la plateforme Mieux traverser le deuil toute c'est pas une formation, mais c'est une série de vidéos qui vous accompagne. Vous pouvez vous inscrire. Comment aider une personne en deuil? Sur quelques jours, c'est 5 jours. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous donner un petit encouragement, une phrase, un geste pour aider quelqu'un là, pour ce soir ou pour demain, on s'engage à et faire. ok. Oh, euh, un truc un peu intelligent quand même. Euh, Ouais, ou soyons fous, soyons fous. attends, pour aider. Ok. Christophe, ça Le- fait 25 ans que tu es sur le sujet, tu peux pas me lâcher maintenant. ouais, ouais, ouais. Le Voilà. truc qui pourrait aider, c'est vraiment, au bout du compte, c'est sans cesse évoquer comment j'ai été touché par le fait d'aimer et d'avoir été aimé par cette personne-là. C'est une magnifique manière d'honorer la personne. C'est parle-moi de tout ce que sa présence a induit dans ta vie, de positif, mais peut-être parfois de négatif. Mais qu'est-ce que ça induit? En quoi tu es une personne différente par le fait, toi, d'avoir donné de l'amour à cette personne-là? Et comment ça a fait une personne, ça fait de toi une personne différente d'avoir été aimé par cette personne-là. Hein, c'est vraiment parce que ça transcende les états, ça transcende tout. Et on peut poser la question une semaine après le décès et 20 ans après le décès. Et on peut se dire, OK, parce que 20 ans après le décès, on est encore nourri par la présence intérieure de la personne et on continue à ajuster sa vie en fonction peut-être d'elle, même 20 ans après. Donc c'est ça. Comment as-tu été différente par le fait d'avoir aimé et d'avoir été aimé de cette personne-là? Donc c'est un moment de réflexion, de méditation que tu nous proposes à part dans un endroit sympa, dans cette disposition. Ok, ok, ok. Exact. Ben, merci Bon, pour ça. voilà, On a super. abordé beaucoup de Tu veux... sujets en 1 heure. Désolé, il n'y a pas forcément de lien entre les uns et les autres, à part le fait que on parle de deuil, mais au moins ça donne Ouais, des réponses, des pistes de ouais. réponses. On a vu d'autres sujets comme l'IMG qu'on a évoqué, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais peut-être que ça vaudrait le coup de IMG, l'aborder. IMG Ouais, c'est-à-dire?
l'interruption médicale de grossesse. Pardon, Voilà. excusez-moi. Et on te donnera deux, trois infos si ça t'intéresse, le sujet du deuil, Christophe. Non, mais c'est vrai que Ouais. le deuil périnatal, c'est un énorme, énorme, vaste, grand sujet qui touche des milliers de personnes, des dizaines de milliers, des centaines de milliers en France chaque année. Ouais, Et de toute façon, on a décidé hein, de refaire c'est un Facebook là une fois par mois, 1 heure comme ça, hein, parce que c'est bien. Enfin, ça peut être utile. Une fois par mois, 1 heure comme ça, je pense que c'est super utile. On a pris cette décision là. Hein. c'est Tu veux super. donner des de me traverser le deuil? Tu disais tout Oui, à l'heure. Bah, alors déjà des infos générales, parce que ça c'est une chouette chose qui s'est passée il y a 2 semaines. Vous avez suivi, il y a eu ce débat sur le sujet des congés des parents endeuillés. Ça a fait un gros clash médiatique, et tant mieux parce que ça a mis le sujet du deuil un petit peu de façon grand public. Et en fait, je ne sais pas si vous avez tout suivi, mais ce qui s'est passé, c'est que les députés ont travaillé avec les sénateurs, et en fait, il est sorti quelque chose de beaucoup plus grand que ça, plus qu'un congé, c'est aller beaucoup plus loin. C'est vraiment une attention envers les parents endeuillés. Alors, vous verrez sur le site internet, on va faire une vidéo qu'on est en train de préparer pour l'expliquer, mais il y a un suivi psychologique, il y a une protection du travail, il y a des droits avec la CAF et autres qui ont été rallongés, il y a beaucoup de bonnes choses. Donc ça, c'est un peu une victoire pour les endeuillés en général, se dire, ça y est, on commence à parler du sujet. Certes, c'était sur un sujet précis que sont la perte d'un enfant, qui est un grand sujet, mais peut-être que demain, c'est une brèche pour parler des endeuillés de nous tous, du pays. dis-moi, Damien, est-ce que Mieux traverser le deuil n'a pas été partie prenante de ça? Il me Alors, on a semble. été, oui, 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 bien sûr, on a été invité avec d'autres associations avec qui on est partenaire, avec les politiques pour parler, de faire remonter les besoins du terrain. Et en fait, on a aussi été à l'origine d'une trentaine de propositions qui émanaient du terrain aussi, hein, de plusieurs associations sur le terrain. Et effectivement, on a fait pas mal de réunions, d'échanges, d'allers-retours, de discussions, de débats, à savoir qu'est-ce qui était vraiment important. Et les députés ont vraiment témoigné déjà d'une grande humilité parce qu'ils nous ont dit on connaît pas grand-chose sur le sujet, ça nous intéresse, donnez-nous de l'info. Et ils ont débattu, et ils ont choisi ça. Alors, on imaginait encore mieux. On avait plein d'idées, par exemple des campagnes de communication pour en faire vraiment un sujet grand public comme d'autres sujets de santé. Bon, mais c'est déjà énorme ce qui est passé, et ce que ça veut dire, c'est qu'il faut je veux dire, qu'on partage tous, c'est un des plus grands sujets de souffrance en fait en France et dans le monde entier. C'est juste tellement évident, et Ouais. on est tellement avancé sur plein de sujets et tellement à la préhistoire sur ce domaine-là. On a besoin. Donc n'hésitez pas, franchement, moi depuis que j'ai fait cette découverte, ce passage, de se dire, ok, maintenant le deuil, il faut qu'on en parle vraiment, et avec des mots, voilà, on le fait simplement entre nous là. Ben ça change les choses. Je vois autour de moi, quand quelqu'un me dit j'ai perdu un proche, je dis, hey, c'est quoi son prénom? Parle-moi de lui, parle-moi d'elle. Et moi, ça m'a décoincé parce que j'ai découvert que j'avais une empathie qui était beaucoup plus grande que ce que je pouvais imaginer. Qu'est-ce que ça provoque? Une attention, la peur de l'oubli du défunt, ben, elle s'amoindrit parce qu'on s'y intéresse. Et puis on prend des nouvelles, et puis en fait, c'est boule de neige, c'est quelque chose de très positif. Donc si chacun d'entre nous, là, on est combien? On est 200 là, à être sur le live. On se dit, ok, là, ce soir, on a reçu quelque chose de beau, de bon, il y a une douceur dans la peine qu'on traverse, mais en même temps, est-ce qu'on n'a pas cette graine de responsabilité de se dire, je vais parler de ce que je vis avec les bons mots, mais je veux aussi être une aide envers les autres. Je vais y aller franco. Euh, Vous savez, quand on a vécu le deuil, on devient, je mets des guillemets, mais un expert. On sait des choses que les gens qui n'ont pas vécu un deuil qu'ils ne savent pas. Et donc, on a une légitimité à parler du deuil, et il n'y a pas forcément besoin d'être psy pour parler du deuil. On parle de son deuil, mais on a quand même contacté quelque chose d'universel qui peut faire écho à une autre maman qui a perdu un proche, une compagne qui a perdu son compagnon, etc., etc., etc. Donc, il y a vraiment le deuil dépose en nous une connaissance. Et cette connaissance, elle peut être partagée avec des gens qui ne l'ont pas ou qui débarquent dans ce territoire. Et donc, on se rend compte que c'est aussi une manière d'honorer la personne qu'on a perdue, de se rendre compte que, grâce à sa mort,
on est en mesure de faire la différence dans la vie de quelqu'un qui est en souffrance. Et ça, c'est un beau cadeau qui est fait indirectement. Et ça fait une vraie différence et ça peut créer de vraies réconciliations dans nos vies. Merci mille fois Christophe. On a parlé de plein de sujets. Merci pour vos questions. On a parlé des grands piliers pour aller mieux, pour bien mieux dormir, pour bouger, se bouger le corps. Christophe n'a pas osé dire faire du sport. Moi, je vous dis faites du sport, ça fait du bien. Christophe, en plus tu en fais beaucoup toi-même. On a parlé de cette idée de j'ai envie, j'ai pas envie. Oui, mais c'est utile des fois de savoir se donner un coup d'énergie pour pas se laisser s'engouffrer par la peine. On a parlé d'antidépresseurs, gros sujet français. On vous invite vraiment à partager cette partie-là de cette vidéo qu'on va communiquer. On a parlé de deuil traumatique également. Vous savez qu'il y a ces groupes de parole. Si vous n'avez pas cette personne autour de vous, il y a des références sur le site. Vous trouverez tout ça. On a parlé également de tac. On a parlé de plein de choses, plein de choses. De décès in utero. Voilà, du confinement, de l'impact que ça a sur nos vies, sur nos deuils, et puis plein de choses. Donc on vous invite vraiment à partager cette vidéo qui va devenir du coup en replay. Et puis donnez-nous ce soir même des thèmes. Vous pouvez commencer des thématiques même spécifiques. Donnez-nous des thèmes. On va les développer au fil du temps. Oui. Hein, mais vraiment... Et peut-être, si vous pouvez nous dire des mots ou des phrases sur ce qui vous a fait du bien ce soir. On a vraiment besoin d'avoir votre retour pour ça. Christophe, ça fait 25 ans que tu es sur le sujet. Je t'annonce que c'est que le début parce que le besoin est tellement grand. On a besoin d'entendre des paroles de douceur comme tu l'as. Tu sais amener le sujet. Merci pour ça. Ça nous fait beaucoup de bien. Il y a des personnes qui ont écrit ce soir, ça va te faire du bien, que cette préparation au deuil, c'était grâce à un de tes livres ou grâce à une de tes conférences. Donc, il y a Le Roi Lion, mais il y a aussi les livres de Christophe Fauré. Oui, qui est ascendant Lion quand même. C'est un taureau ascendant Lion, Christophe Fauré. Allez, un gros bisou. Merci encore. À bientôt. Moi, je vous lance un défi. On va vous donner la date. Je vous lance un défi. Déjà d'être là la prochaine fois et d'inviter minimum une personne de plus. Vous dites, c'est un endroit un peu bizarre. On parle du deuil avec le sourire quand même. La prochaine fois, on est 400 parce qu'on veut faire de ce sujet un grand sujet. Ça marche? Et la prochaine fois, il y en a qui nous disent 3h30 le prochain live. Ça fait un peu long quand même. C'est plus long que Le Roi Lion. Allez, on vous dit à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir. Merci. À très bientôt.